Alors là où ça se complique un tout petit peu, c'est dans les formes d'énergie. Alors je ne vais pas non plus faire un cours de physique, mais il y a d'abord l'énergie mécanique qui se décompose en deux. L'énergie cinétique, donc c'est l'énergie des objets en mouvement. Donc plus la vitesse est grande, plus l'énergie cinétique est importante. L'énergie potentielle, là, non, c'est une énergie qui est en devenir, comme son nom l'indique, et elle ne se manifeste, donc elle est immobile, c'est les barrages, hein, tout pour simplifier, et elle ne se manifeste que lorsqu'elle est convertie en énergie cinétique. L'énergie thermique, c'est l'énergie causée par l'agitation au sein de la matière des molécules et des atomes. L'énergie chimique, eh bien, c'est celle qui est liée donc, aux atomes qui constituent les molécules, donc ce sont les carburants, hein, l'essence, le diesel et les explosifs. L'énergie rayonnante, eh bien, c'est celle qui est transportée par les rayonnements de toute nature, les ondes électromagnétiques, la lumière, l'infrarouge, l'UV, le laser. Et l'énergie nucléaire, donc de fusion ou de fission, et on y reviendra tout à l'heure. Voilà, alors on peut rajouter l'énergie magnétique, mais voilà, avec ça, on a balayé toutes les formes d'énergie. Donc on a vu la classification d'énergie et les formes d'énergie. Voilà, et là on a couvert le domaine. Alors l'énergie dans le monde, on va donner quelques chiffres. Alors là j'ai fait une comparaison sur 20 ans. Donc vous avez au milieu, vous avez un graphe. Donc toutes les sources, elles figurent dans la présentation. Hein. Les sources, elles sont toutes référencées parce que bien évidemment, il faut que toutes ces données soient validées. Donc vous avez, je dirais, l'évolution entre 1980 et 2020, c'est pratique, ça fait 40 ans, de la consommation en énergie primaire. Et vous avez dans les deux barres graphes en dessous la décomposition qui est un petit peu plus lisible que sur le schéma du dessus, avec les points importants, donc ceux qui sont en gris, donc le charbon, enfin en noir, les produits pétroliers, le gaz naturel, donc vous reconnaissez les couleurs là, et puis en pourcentage ce que ça représente, et vous les avez en chiffres dans le graphe du dessus. Et vous avez le même tableau donc, pour l'année 2020. Et on voit que bon, le gaz naturel a pris bien sûr plus d'espace, ça se voit très bien sur le graphe de là-haut. Les produits pétroliers, ils ont été divisés par un nombre assez significatif, par une quantité assez significative. Le charbon, il est quasiment resté stable. Et puis on a vu apparaître alors l'hydroélectricité, ça a augmenté un tout petit peu. Le nucléaire, il a augmenté de façon très significative, mais en pourcentage, il n'a pas tellement bougé. Et c'est pareil pour les énergies renouvelables. Alors quelques éléments intéressants. Donc la consommation mondiale d'énergie a doublé, alors que la population mondiale n'a presque doublé, c'est 1,75, presque 2. Le poids de l'Asie, donc il est passé de 21 à 49, donc il y a toute une réorganisation géostratégique. Donc elle est passée de 21 à 49%, essentiellement tirée par la Chine. Les énergies fossiles continuent à dominer largement. On voit que le gaz a remplacé les produits pétroliers. Donc là on parle bien du mix énergétique. Mais globalement quand même, leur part a diminué. Le nucléaire, comme on disait, a presque doublé, mais sa part est restée stable. Et les autres énergies, elles ont commencé véritablement un peu plus tard, dans les années 2000, donc à émerger. Alors, excusez-moi, ça fait beaucoup de tableaux, beaucoup de données. Donc là, on est en 2022. Dans 2022, 167 890 TWh qui ont été consommés. Et vous avez dans le graphe qui est en dessous, donc vous avez le même graphe que tout à l'heure actualisé en 2022, et le graphe en dessous, c'est la production d'électricité. Donc on est à 29 165 TWh. Et ce qui est intéressant, c'est la carte du monde. Alors vous voyez, la carte du monde, c'est la consommation d'énergie primaire par habitant. Et vous voyez, le Qatar, on voit à peine le point rouge dans le Golfe, 194 mégawattheures, pardon, on parle bien d'énergie et pas de puissance dans ce cas-là. 194. La consommation moyenne par habitant sur la planète, on est à 21. La Chine à 31. Nous, en France, en 2022, on était à 35 mégawattheures par habitant. Les États-Unis, 79, le double. Et l'Afrique en moyenne, alors il y a de grandes disparités en Afrique, mais on est à 3,9. Donc vous voyez une très très grande disparité. Alors on va faire un focus sur les fossiles.
vous verrez, c'est assez significatif. Alors on va commencer par le pétrole. Alors pourquoi le pétrole? C'est pas parce que j'ai fait toute ma carrière dans le pétrole, mais c'est parce qu'en fait le pétrole, que ce soit en valeur ou que ce soit en volume, c'est la matière première la plus importante. Donc c'est absolument majeur. Alors la consommation moyenne, alors on atteint des chiffres qui sont en fait, on s'en rend pas compte. Donc c'est 97 millions de barils par jour. Alors barils par jour, ça dit pas grand chose. Ça représente par jour, on consomme 15,5 millions de mètres cubes sur la planète. Donc vous voyez, c'est des chiffres qui sont faramineux. Par année, donc ça fait 5,6 milliards de mètres cubes par an. Et il y a 3 pays qui assurent, alors là vous avez 2 graphes en fait, il faut bien les distinguer. En haut, c'est les pays producteurs, c'est-à-dire ce qui est commercialisé, ce qui est vendu, ce qui est exporté. Et en bas, ce sont les réserves. Et donc vous verrez, j'ai mis les réserves pour les 3 principales sources d'énergie primaire. Donc 3 pays assurent 40% de la production mondiale, les États-Unis, et c'est une surprise, on va en reparler, l'Arabie Saoudite, bien sûr, et la Russie. Par contre, les réserves prouvées. Alors les réserves, c'est un domaine qui est extrêmement stratégique. Beaucoup de pays ne publient pas, alors que c'est obligatoire. Normalement, on doit publier, pour une raison de transparence, les réserves prouvées. Et en fait, ça correspond à une définition très particulière. Ce sont des réserves dont on est sûr, qui sont établies par des géologues je dirais indépendants, et dont on est sûr qu'on pourra en récupérer 90%. Voilà, alors parce que vous avez les probables et vous avez les possibles. Donc là, on parle bien des réserves prouvées. Alors les réserves prouvées assurent 56 ans de production au rythme actuel. Si on compare au début de l'ère industrielle, même de la deuxième révolution industrielle, on voit qu'il n'en reste pas beaucoup, surtout que, comme vous l'avez vu, ça continue à augmenter. Paradoxalement, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, c'est le Venezuela qui a les plus grandes réserves de la planète, donc ça représente à peu près 20% devant l'Arabie Saoudite. Le problème du Venezuela, c'est que c'est un brut, à 80%, c'est ce qu'on appelle des schistes bitumineux, ou bien ce qu'on appelle des extra-évioles, donc des bruts extrêmement lourds, qui ont de très mauvais rendements au niveau de la distillation et donc du raffinage derrière. Mais la plus grande réserve, et c'est pour ça que les Américains avaient, au moment de l'effort de guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, avaient mis la main sur le Venezuela, parce que ce sont des réserves absolument gigantesques. Alors, quelques réflexions. Donc là, la consommation de pétrole a augmenté de 30% depuis 40 ans. Et si elle plafonne, c'est pour des raisons de prix, en fait, et on va en reparler, c'est important sur le plan géostratégique, mais ça reste une matière première qui est essentielle, hélas, pour l'économie mondiale. Parce que ce n'est pas que les carburants, c'est aussi le bitume, c'est la pétrochimie, c'est les lubrifiants, etc. Donc c'est pour ça que le pétrole a une certaine importance au-delà, je dirais, de son utilisation en tant que carburant. Alors le marché international, il a été complètement perturbé. Alors on s'en est rendu compte en allant à la pompe. Les États-Unis, qui sont quand même ceux qui ont inventé l'industrie pétrolière malgré tout, eh bien, au cours du XXe siècle, à partir des années 1970, ils ont arrêté d'utiliser d'exporter leurs propres réserves du golfe du Mexique ou même les réserves du Texas. Et ils se sont mis à importer de façon massive. Et ils sont devenus totalement tributaires, en particulier du Moyen-Orient. Ils ont même créé des compagnies. La compagnie Aramco, c'est la compagnie américaine et arabe. Donc c'était essentiel pour eux. Mais depuis 2009, ils sont revenus à un retour. Donc ils sont revenus à une autonomie, puis à une indépendance, puis à une exportation. Vous avez vu là ce qui est en bleu, ce qui est en gris de l'autre côté à droite. Depuis 2017, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole et de gaz. On reviendra sur le gaz. Et tout ça grâce à une technologie qui s'appelle le fracking, donc c'est la fracturation hydraulique. Pas seulement, c'est aussi les forages horizontaux. Donc c'est grâce au progrès. Mais on va y revenir parce que ça n'a pas que des avantages. Et puis depuis la fin des années 70, depuis vous vous souvenez donc du fameux du pic de Hubble, là, c'est le peak oil. Donc, alors c'est vrai que les États-Unis ont atteint leur peak oil, donc c'est-à-dire il restait à produire la même quantité de pétrole que ce qui avait été découvert.
Et donc ça aurait été suivi d'une... Donc c'est vrai que dans le golfe du Mexique, c'est ce qui s'est passé. Il faut savoir que les grands gisements, par exemple, de la mer du Nord, le Brint, etc., il n'y a plus du tout de Brint, ça n'existe pas. Ça reste un marqueur, mais il n'existe plus. Ce sont des champs que l'on appelle déplétés, qui sont vides. Donc en 2010, l'Agence internationale de l'énergie, on en reparlera, a annoncé que ce pic avait été atteint en 2006. C'est probablement vrai, mais on n'a pas la confirmation. Toujours est-il que la production, elle continue à augmenter. Et elle continue à augmenter parce qu'en fait, ce qui n'avait pas été pris en compte, ce sont les gaz et les pétroles de schiste. Alors juste quand même pour revenir sur comment l'industrie pétrolière, c'est quelque chose d'absolument considérable. Hein. L'industrie pétrolière, donc depuis les gisements, il faut savoir qu'il y a environ 10 000 gisements terrestres sur la planète, les plateformes de production, les pétroliers, donc la flotte de pétroliers est absolument considérable, et puis une raffinerie. Il y a les raffineries, il y a 700 raffineries dans le monde. Une raffinerie, c'est des centaines d'hectares et c'est plusieurs milliards de dollars. Et je vous ai mis ce schéma qui est intéressant, donc c'est l'Europe, donc qui nous concerne directement. Vous avez les flèches en fait blanches, là les grandes flèches blanches, c'est le transport maritime du pétrole. Vous avez les flèches qui sont en marron, là, qui sont plutôt sur la gauche, qui elles, c'est le transport des méthaniers, donc du gaz liquéfié. Vous avez les réseaux de pipe, alors en vert, ce sont les produits bruts, donc le brut, et puis vous avez en bleu, donc, les gazoducs. Vous voyez, on est cerné, hein, et vous verrez tout à l'heure, c'est encore pire en ce qui concerne le gaz. Vous avez donc les ronds rouges, ce sont les complexes pétrochimiques, et les triangles jaunes, si vous arrivez à les voir, ce sont les gros centres de raffinage. Donc en France, juste pour situer, on a 6 raffineries. Quand j'ai commencé ma carrière, il y en avait 12. Il y a des concentrations extrêmement importantes. Alors le gaz naturel, alors pareil, c'est la même présentation en haut, c'est les pays producteurs. Donc la consommation, bon, on ne se rend pas compte, c'est des chiffres gigantesques, on est à 3 941 milliards de mètres cubes, j'ai mis les chiffres exacts, mais bon, c'est quand même... voilà, avec les États-Unis qui sont devenus les premiers pays producteurs, la Russie, l'Iran et ainsi de suite. Alors les États-Unis représentent 24% de la production mondiale, largement devant la Russie. Les réserves prouvées, on avait parlé pour le pétrole de 56 ans, là on est à 54 ans. Et en termes de réserves, le plus grand pays, c'est la Russie, l'Iran et le Qatar. Alors, il faut savoir quand même, cette information, si vous ne l'avez pas, l'Iran et le Qatar, en fait, ils ont les mêmes gisements. C'est le gisement dit de South Pars, qui est dans le Golfe. Et voilà, c'est à celui qui va l'extraire le plus rapidement possible, de façon à ne pas le laisser à l'autre. Donc c'est pour ça qu'en fait, ces deux pays-là ont des réserves qui sont gigantesques, mais ce sont les mêmes gisements. Alors quelques chiffres quand même, hein, qui sont, enfin juste pour expliquer un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé là dans les années, en plus c'est vraiment, je dirais, notre actualité. Hein. Donc quand la Russie et l'Arabie Saoudite ont cherché à briser l'essor du gaz et du pétrole de schiste des États-Unis en ramenant le prix du baril en dessous du prix de rentabilité de la production du pétrole et du gaz de schiste. C'était, donc on en a profité, c'était l'effondrement du prix du baril. En 2021, avant la guerre, donc Moscou a fourni 40% des importations européennes de gaz. Et puis en 2022, déclenchement de la guerre, le Brent, donc le marqueur, il est monté à de 40% par rapport à 2021. Et le prix du gaz sur le marché européen, vous vous souvenez, il y avait une espèce de panique, il a augmenté de plus de 130%. Voilà, et alors l'Europe, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tourné vers la Norvège, l'Algérie, l'Azerbaïdjan et les États-Unis. Le problème, c'est que tous ces pays-là, ils étaient déjà en limite de capacité. Les gazoducs, on va en reparler, eh bien, ils étaient saturés. Et donc, les États-Unis se sont placés comme fournisseurs donc, de gaz naturel liquéfié, et on va y revenir. Alors, voilà, cette slide montre... Alors, je vais commencer par le schéma du milieu, si vous n'êtes pas trop familier. Donc, il y a deux façons de transporter le gaz. Soit c'est sous pression dans des pipes,
mais avec des connexions qui sont des connexions fixes avec toute la, je dirais, la fragilité que ça peut avoir sur le plan géopolitique, ou bien le gaz naturel liquéfié. Alors on prend, en quoi ça consiste en fait, hein? Donc il y a des gisements de gaz, on part tout en haut à gauche, on va faire du traitement, c'est-à-dire qu'on va enlever l'eau, on va enlever le soufre, etc. On va mettre en batterie des unités de liquéfaction, et on va faire plonger le gaz naturel à moins 163 degrés. Donc c'est ce qu'on appelle du gaz cryogénique. Et on va le charger dans des bateaux, et on va le transporter, et on va arriver donc sur les terminaux de déchargement. Il y en a 3 en France, il y en a un au Havre qui a été endommagé récemment, il y en a un à Fos-sur-Mer, et il y en a un à Dunkerque. Et il y en a un autre en construction d'ailleurs au Havre. Hein. Mais ce n'est pas fini. Donc on va décharger toujours à moins 163 degrés, on va le mettre dans des réservoirs très particuliers qui sont des réservoirs cryogéniques, et on va regazéifier. Donc vous voyez le schéma qui est un schéma extrêmement capitalistique, et aussi en termes de consommation, de pertes, etc. Et puis ça va être remis dans les réseaux de transport. Donc là, vous avez le premier terminal de liquéfaction, en fait, a été construit par les Français, c'est à Arzeux, il est très ancien. Vous voyez le gigantisme de ces installations, c'est à l'ouest de l'Algérie. Et un méthanier, donc on est assez familier. Et on voit les réseaux de pipe. Vous voyez, là, c'est un maillage qui est absolument considérable. Et je vous ai mis quelques chiffres. Là, en France, GRT Gaz gère plus de 32 000 km de gazoducs, avec 26 stations de compression. Alors, on ne s'en rend pas compte, il y a des réseaux un peu partout, 32 000 km, c'est quand même assez considérable. Et dans le monde, le gaz circule dans plus d'1 million de kilomètres de gazoducs. Vous voyez, c'est très important. Et je vous ai mis quelques prix là. Le coût d'un méthanier, donc je reviens donc au GNL, c'est environ 200 millions d'euros. Et le coût moyen de construction d'un gazoduc, on avait parlé du South Stream, on a parlé du Nord Stream, etc. C'est, alors en plus quand c'est sous-marin c'est encore pire, hein, c'est pour 1000 km c'est plusieurs milliards d'euros. Et ça crée des liaisons fixes entre les pays, évidemment on en devient complètement tributaire. Et là-haut vous avez, alors c'est intéressant, en fait le gaz est stocké dans des réservoirs souterrains. Alors soit ce sont ce qu'on appelle des aquifères, soit ce sont des cavités salines qui sont faites à propos, soit ce sont des champs qui sont déplétés, hein, et en fait le gaz, ça occupe, quand il est sous forme gaz, il occupe un tel volume qu'il ne peut être stocké que de façon souterraine. Alors les gens ne le savent pas toujours, mais il y a des réserves absolument gigantesques, en particulier dans la région parisienne, plutôt dans les bassins sédimentaires bien sûr, donc de gaz, et qui nous assurent notre sécurité. Quand on parle des réservoirs, on est à 80%, vous vous souvenez, pour assurer le passage de l'hiver 2022-2023, on parle de ces stockages-là bien entendu. Le gaz, il est instockable, autrement ça prendrait une place en surface absolument gigantesque. Voilà, alors quelques mots sur le gaz et le pétrole de schiste, on en a parlé. Alors c'est ce qu'on appelle des pétroles et du gaz non conventionnels. Je ne vais pas trop m'étendre, mais enfin, très rapidement, le pétrole, c'est un fossile, donc il date de 60-70 millions d'années. En fait, il a été produit dans les bassins sédimentaires, et ce sont donc des micro-organismes qui se sont déposés au fur et à mesure, et ils ont été mis dans des conditions très particulières de pression et de température, pas énormes, hein, on est à 100 degrés pour le pétrole, 150 degrés pour le gaz naturel, c'est la même origine, pétrole et gaz. Le gaz c'est du pétrole très raffiné naturellement. Et puis ils sont bloqués par ce qu'on appelle un géosynclinal, là, par un dôme, et ils sont bloqués. Donc là, voilà, on va le fourrer, on va le chercher, etc. Et le pétrole de schiste, c'est la même chose en fait, sauf qu'il n'a pas migré sous la pression de l'eau ou d'autres, et il est resté dans le schiste, qu'on appelle les shales en anglais, donc dans des grès, et il est comme ça. Donc jusqu'à présent, on n'avait pas eu l'idée ni les technologies pour aller l'exploiter. Alors, les Américains ont osé le faire. Donc vous avez en bas, vous voyez ce que ça représente, hein, là c'est vraiment le fracking, avec beaucoup d'inconvénients. Alors le principal inconvénient, eh bien c'est ça se fait pas comme ça. Les gisements, c'est pas des gisements d'ailleurs, il faut se déplacer progressivement pour aller récupérer le maximum de pétrole et de gaz de schiste. Donc on utilise, vous voyez, dans certaines recettes confidentielles. Il y a 29 produits, des biocides, des lubrifiants, etc. Donc des risques sur les nappes phréatiques et sur la santé des gens. Ça nécessite une consommation importante de matières premières, donc 9 m3 d'eau et des quantités de sable, provoque des microséismes et provoque des fuites importantes de méthane. Et vous avez complètement à droite
ce que ça représente en surface. Donc vous voyez, c'est des installations qui sont très importantes, et puis une fois qu'il n'y a plus, qu'on ne peut plus les exploiter, qu'on ne peut plus exploiter les gisements entre guillemets, eh bien il faut déplacer tout ça. Donc pourquoi ça ne se développe pas en Europe? D'abord parce qu'il y a une législation, mais c'est surtout le prix du foncier. Il y a énormément de place aux États-Unis, et ce n'est pas du tout le même code minier. Par contre, en France, on n'a pas la surface, tout simplement, et le code minier, il est beaucoup plus contraignant. Juste un mot, le code minier en France, donc les mines, enfin le sous-sol appartient à l'État, alors qu'aux États-Unis, il appartient au propriétaire du terrain. Donc évidemment, il peut vendre son hectare pour qu'une installation s'y installe. Donc je pense qu'on va être préservé de cette technologie, mais c'est un jugement très, très personnel, d'autres ne sont pas fatalement d'accord. Donc je sors un peu de la neutralité. Alors le charbon, vous allez me dire, oui, on en parle encore du charbon, eh bien on est à 8025 millions de tonnes en 2022, et la consommation mondiale a continué à augmenter depuis 2000, mais elle n'a pas un peu augmenté, elle a augmenté de 66%. Donc la Chine compte pour plus de la moitié de la consommation mondiale, et la production électrique chinoise, elle capte à elle seule, donc c'est quand même des chiffres qui font peur, un tiers du charbon qui est utilisé dans le monde. Donc ils ont des grosses centrales, on a vu, hydrauliques et autres, mais il n'empêche que ce sont des consommations extrêmement importantes de charbon. Les réserves prouvées, donc là, elles sont beaucoup plus importantes, 139 ans de production au rythme actuel. Et là, vous avez le terminal, ce n'est pas une image très réjouissante, le terminal charbonnier de Lianyugang en Chine. C'est gigantesque. Hein. Alors, je ne vais pas trop insister sur l'analyse, on n'a pas trop le temps, mais le principal point, c'est alerte dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Le charbon à lui seul, il représente 40% des émissions de gaz à effet de serre. Mais on ne peut pas se débarrasser complètement du charbon. Si on peut s'en débarrasser pour la production d'énergie. Par contre, dans un certain nombre de processus, en particulier à la métallurgie, le charbon est encore utile. Mais on entend des déclarations là, qui sont plutôt intéressantes d'ArcelorMittal et autres, disant qu'ils sont en train d'essayer de convertir leur four donc avec de l'hydrogène de façon à réduire l'empreinte carbone. Voilà, le focus sur le nucléaire. Donc dans le monde, 250 centrales en service, ça représente 439 réacteurs qui sont opérationnels et 57 qui sont en cours de construction. Alors vous voyez, la France est bien placée, donc on est juste derrière les États-Unis. Là vous avez les principaux pays et vous avez le code couleur en gris en construction, en orange à l'arrêt et en service en bleu. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin c'est la réaction de fission. On va tout à l'heure parler de la réaction de fusion. Je pense que vous la connaissez, sinon je pourrais répondre tout à l'heure. Alors ça représente quand même 9,2% de l'électricité qui est produite dans le monde, et les réserves prouvées d'uranium, avec les mêmes, je dirais, critères, c'est entre 90 et 140 ans de production. Et puis on va, si on fait de la surgénération, il y a beaucoup de technologies, etc. Donc là les réserves, elles sont considérables. Alors en France, on est équipé, donc, comme on l'a vu, avec 56 réacteurs qui fonctionnent toutes sur ce qu'on appelle le PWR. Donc c'est les centrales à eau pressurisée, donc avec l'enceinte de confinement, le réacteur, l'évaporateur, l'eau chaude, la vapeur d'eau rentre dans un, je ne sais pas si je peux, oui, ici, donc dans un turbo. Ça va entraîner donc un alternateur et on va produire de l'électricité, et puis la vapeur, elle est condensée, elle rentre dans un condenseur et on va rentrer dans ces énormes, alors soit c'est du maritime, à ce moment-là évidemment c'est refroidi par un circuit d'eau de mer, soit ce sont ces aéroréfrigérants que l'on voit un petit peu partout et alors c'est pas du tout de la pollution, c'est de la vapeur d'eau, tout simplement pour refroidir l'eau qui va re-rentrer dans le circuit avec circuit primaire, circuit secondaire, en fait tout ça est sécurisé. Donc vous avez probablement entendu parler donc, de ce qu'on appelle les nouveaux développements. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sociétés qui s'y intéressent, c'est ce qu'on appelle les SMR, les Small Modular Reactors, qui sont 10 fois moins puissants que les réacteurs conventionnels, qui seront fabriqués en série, alors pas seulement pour la production d'électricité, mais aussi le chauffage et l'industrie. Donc il y a beaucoup de projets, plus de 80 projets en cours dans pas mal de pays. Et donc les premiers modèles sont attendus pour 2030. Le gros problème, c'est la dissémination. Donc il n'est pas évident
que ça puisse se développer comme ça sans une législation extrêmement contraignante. Il y a certains, voilà, donc ça présente quand même un certain nombre de risques, mais bon, voilà, ce serait beaucoup moins capitalistique que les énormes centrales nucléaires, mais aussi avec beaucoup de risques. Bon, je vais pas insister. Alors, focus sur les métaux stratégiques. Alors, on va terminer là-dessus. C'est quand même important. Alors, pourquoi? En fait, il y a 2 slides qui sont réservés aux métaux stratégiques et aux terres rares. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces matériaux-là, ces fossiles, elles participent complètement à l'émergence des énergies renouvelables. Alors, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais enfin, il y en a 50 donc, qui sont dans le tableau de Mendeleïev, qui sont considérés comme indispensables pour la transition énergétique et l'industrie du numérique. Donc pour les batteries, les piles à combustible, les éoliennes, l'aéronautique, les panneaux photovoltaïques, les écrans plats, etc. Le problème, c'est pas comme le charbon ou le pétrole. Le problème, c'est qu'ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin, pour faire des batteries, par exemple, de cobalt, de manganèse, de molybdène, etc. Donc c'est pas un matériau, c'est pas un métal, c'est plusieurs métaux. Et vous avez, là, je ne vais pas détailler, mais enfin, ils sont plus ou moins présents dans la croûte terrestre. Il y a les métaux qui sont dits abondants, l'aluminium, le magnésium, etc., qui sont rares, le cobalt, le cuivre, et métaux très rares, donc l'or, l'argent, l'iridium, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce sont surtout aussi des sous-produits de l'industrie métallurgique qui sont obtenus avec des technologies qui sont des technologies assez complexes. Et là, on va sur la carte là, qui est à droite, où en fait la Chine a quasi monopole sur la production. Donc elle importe d'importantes quantités de métaux, en fait, et elle va faire du traitement. Et quand vous voyez la liste des métaux qui sont des métaux stratégiques qui sont produits, vous prenez par exemple le Rwanda, la RDC, il y en a un. Et l'Afrique du Sud, il y en a 4, le Brésil, il y en a un, etc., etc. Par contre, la Chine, bah, ils sont tous présents. Hein. Vous voyez, il y a un nombre extrêmement important de métaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils récupèrent les minerais et ils vont faire du traitement de façon, parce qu'ils ont les moyens, les ressources, la main-d'œuvre, et peut-être moins de contraintes environnementales. Et en fait, ils vont, à partir de ça, ils vont produire toute cette panoplie donc, de métaux stratégiques. Alors, les terres rares, eh bien les terres rares, c'est un peu pareil. Donc vous en avez 17 de terres rares. Ce sont des éléments chimiques donc avec des noms qui sont absolument imprononçables, mais ils ont un intérêt en fait. Et pourquoi? En fait, ce qui est intéressant dans ces produits-là, c'est leurs propriétés électromagnétiques et qui les rendent indispensables en fait pour la haute technologie. Alors vous avez juste quelques exemples, donc 130 000 tonnes par an de terres rares qui sont produites, mais il faut savoir que l'abondance est 15 000 fois inférieure au fer. Vous voyez le fer, ce que ça représente, ben c'est 15 000 fois inférieur. Et on voit je dirais les dégâts entre guillemets que ça produit. Là vous avez la mine à ciel ouvert de Mountain Pass en Californie. Pour récupérer 1 kg de gallium, il faut manipuler 50 tonnes de roche et 10 000 m3 d'eau avec les rejets qui sont liés au traitement des métaux lourds, etc., etc. Et là, encore une fois, la Chine dispose de 37% des réserves mondiales. Et elle assure, par ses procédés de raffinage, de purification, etc., 60% de la production mondiale. Bon, j'ai pensé intéressant de vous donner ces chiffres. C'est un peu rébarbatif, un peu lourd, mais quand même, ça éclaire sur, je dirais, l'avenir de nos sociétés.